Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer William, un vendeur au profil assez différent puisqu'il s'est lancé sans formation dans des produits ultra saisonniers et en plus de ça, sans utiliser la logistique d'Amazon. Et malgré tout ça, ou bien grâce à tout ça, on va le découvrir dans cette interview, eh bien, il arrive à générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Donc, je suis vraiment très content de vous partager son histoire, son parcours en tant que vendeur parce que c'est important aussi que vous voyez qu'il y a plein de manières de gagner de l'argent sur Amazon et aujourd'hui, peut-être que je vais vous en faire découvrir une nouvelle. Si la vidéo vous plaît, si elle vous inspire, eh bien n'oubliez pas de nous le faire savoir en nous laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que tout ça a été dit, eh bien on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Salut William, bienvenue sur Oseille TV, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as et où tu vis? Salut Julien, écoute, merci pour l'invitation. J'ai 25 ans, j'habite à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, et je vends sur Amazon à plein temps avec deux associés. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a fait choisir Amazon comme business model? Est-ce que tu avais déjà fait des business models en ligne avant ou c'est ton premier? Voilà, si tu peux nous parler un peu de ton expérience avec ça. Alors en fait, nous, c'est un peu particulier parce qu'on est parti d'un business qu'on avait déjà physique, qu'on a dû arrêter à cause du Covid, et on a fait le transfert du physique au online, et on a décidé de vendre sur Amazon pour la simplicité d'accès, pour la facilité des référencements, et voilà, c'est vraiment le côté simple qui nous a attiré chez Amazon plutôt qu'une autre plateforme. Et Ok. au niveau des business en ligne, mes associés avaient déjà fait un petit peu de dropshipping à droite à gauche. Donc ils avaient une petite expérience en commerce en ligne, mais c'était plus du Shopify et pas vraiment Amazon. Donc c'était un secteur vraiment nouveau pour nous. Ok. Ça fait combien de temps là que tu es lancé sur Amazon concrètement? Donc on a commencé Amazon au début du Covid, donc c'était en 2020, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a commencé et on était vraiment à zéro sur Amazon. On n'avait aucune expérience, pas grand-chose. Et combien de temps ça a mis à peu près à décoller et, enfin, on va dire entre le moment où tu as lancé ton tout premier produit et le moment où tu t'es dit c'est un business sérieux en fait, c'est un business model sérieux, on peut vraiment gagner de l'argent avec Amazon. Ça a mis une bonne année, un peu plus. Au début, c'était vraiment compliqué. On n'avait aucune expérience, on n'avait même pas pris de formation. On a regardé quand même pas mal de tes vidéos sur YouTube, le contenu gratuit, mais on a, j'avoue, pas passé franchi le pas d'acheter des formations. Mais il y a déjà beaucoup de contenu sur YouTube disponible gratuitement. Et voilà, on a quand même mis pas mal de temps. Du coup, on a fait beaucoup d'erreurs au début sur Amazon. C'est très facile de faire des erreurs. Mais voilà, ça donne beaucoup d'expérience aussi personnelle et au niveau de la connaissance du process d'Amazon en fait. Donc je dirais un peu plus d'un an pour vraiment considérer ça comme quelque chose de sérieux et de potentiellement très lucratif. Est-ce que tu peux nous parler du budget de départ? Après, ça va peut-être pas être facile à dire puisque on va parler au départ d'un business physique et après c'est le business Amazon. Donc, je sais pas si tu peux nous éclaircir un petit peu sur les fonds qui ont été nécessaires pour lancer vraiment l'activité Amazon. C'est vrai que c'est difficile à dire parce qu'on avait déjà tous les antécédents du business physique qui ont été répercutés sur le business Amazon. Donc ça c'est déjà des investissements de départ qui étaient assez conséquents de base parce qu'un business physique coûte quand même pas mal d'argent en général pour les infrastructures physiques, hein, donc les locaux, les employés, etc. Mais si je dois estimer un budget de départ, vu qu'on fabrique nous-mêmes nos produits, ça devrait être à peu près à 100 000 euros, je dirais. Et là, à l'heure actuelle, vous en êtes où à peu près dans votre business? Si tu peux me donner quelques métriques, quelques indicateurs en termes de chiffre d'affaires mensuel, annuel, profit margin, peut-être nous dire combien tu as de références, voilà, qu'on ait une idée à peu près de la taille de ton business. Vu qu'on fabrique nos produits nous-mêmes, on a beaucoup de machines différentes qui ont un large panel de fonctionnalités et qui peuvent nous permettre de lancer beaucoup de produits différents dans des niches très différentes aussi. Donc on mise un petit peu sur la quantité des listings pour ensuite trier dans ceux qui marchent le mieux, on va dire. Donc je dirais qu'actuellement on tourne à 100, 150 produits différents qui marchent plus ou moins bien, hein. 95% de notre chiffre se fait sur, on va dire, peut-être 5 ou 6 produits. Et en termes de chiffres, on se situe actuellement, donc le dernier mois, le mois d'août, dû à un lancement de produit, on a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et avant ça, on tournait à environ 50, 60 000 euros de chiffre par mois. Depuis le début de l'année 2022, on est à 520 000 euros, je crois, Ok. de chiffres. En fait, on a eu une évolution assez constante, pas beaucoup d'irrégularités. Voilà, on essayait toujours un petit peu de lancer des nouveaux produits, trouver des moyens d'optimiser les produits existants. Donc voilà, je crois qu'en janvier, on se situe à 20, 25 000 euros de chiffre. Et puis ça a augmenté jusqu'à arriver à 50, 60. Et puis en août, où on a un peu plus percé, où on a fait 150 000 euros de chiffre. Bravo, belle performance. Et en Merci. termes de marge, en profit margin, le pourcentage, ça donne quoi? Alors jusqu'à maintenant, donc avant ce produit, je sépare vraiment les deux parce que depuis ce lancement de produit-là en août, on sépare vraiment ce produit du reste. Donc je dirais le reste est environ entre 20 et 30% selon les mois.
Donc en moyenne 25% de profit margin. Et Ok. le nouveau produit a une marge énorme. Je crois qu'on se situe à peu près à 40-45% de marge, Waouh. ce qui est après pub, après toutes les charges, quoi. Donc Waouh. c'est vraiment une très bonne marge. Ouais. Et la répartition des ventes, c'est quoi à peu près? Est-ce que tu vends principalement en France ou est-ce que tu vends à travers l'Europe, les États-Unis, etc.? Alors jusqu'à maintenant, on a vendu principalement en Europe, enfin même carrément que en Europe. Donc c'est France, Angleterre, Italie, Espagne et Allemagne. Notre marché le plus fort reste quand même la France pour l'instant. Je pense que c'est parce qu'on a moins d'expertise dans les langues. On a quand même des barrières de langue et les gens qu'on a recrutés pour nous faire des traductions, je pense que c'était un petit peu moyen. Voilà. Donc notre marketplace la plus optimisée, c'est la française, mais on arrive quand même à vendre aussi dans tous les autres pays européens. Et on vient d'ouvrir la marketplace États-Unis, Canada et Mexique. Et on espère pouvoir vendre surtout notre nouveau produit dans ces marketplaces-là pour optimiser les ventes, on va dire. Tu sens déjà le potentiel sur les autres marketplaces? Tu sens qu'il y a un peu de traction là? En fait, via tous les outils assez classiques d'analyse de data d'Amazon, donc Helium 10, Jungle Scout, etc., on arrive à voir que les chiffres dans ces marketplaces-là, États-Unis, Canada, tout ça, sont bien supérieurs. Enfin, égaux ou supérieurs selon les produits qu'on lance aux marketplaces européennes. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de clientèle et que si c'est une niche qui marche aussi bien aux États-Unis, enfin, qu'on répond à un besoin universel, on va dire, euh, ça se répercute sur le nombre de clients potentiels en général. Super. Donc gros potentiel dans le futur. J'espère, du moins. Quand on s'est parlé avant l'interview, tu m'as dit que la majorité de tes produits étaient saisonniers. Est-ce que tu peux nous parler de la stratégie derrière le fait de choisir majoritairement des produits saisonniers? En fait, ça n'a pas toujours été le cas. Au début, on faisait des produits qui étaient assez génériques et qu'on pensait vendre toute l'année. Et puis, on s'est dit que vu qu'on a quand même une belle marge de manœuvre, vu qu'on fabrique nos produits nous-mêmes, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas créer un calendrier entre guillemets de saison et un petit peu essayer d'avoir des produits qui se vendent toute l'année, mais des produits différents. Non seulement nous, on aime bien ça parce que moi, on fait pas toujours la même chose toute l'année. Et en plus de ça, les produits saisonniers en général sont des produits que les vendeurs évitent, les débutants. Et en fait, il y a beaucoup moins de concurrence sur des produits saisonniers. Enfin, oui et non, c'est vrai, mais pas vrai en même temps. Il y a moins de concurrence, je dirais, en quantité, mais c'est plus difficile de concurrencer la concurrence existante parce que c'est en général des gens qui font beaucoup de volume, qui vendent beaucoup durant la saison, et donc c'est très compliqué de se positionner, mais une fois qu'on sait le faire, on peut vraiment être profitable là-dessus. Alors, sans nous dire les produits que tu vends, ni la niche dans laquelle tu opères, est-ce que tu peux nous parler des techniques que tu utilises pour trouver des opportunités de produits à sortir sur Amazon? Alors, encore une fois, nous, c'est un petit peu particulier parce que au lieu de partir de data qu'on va trouver sur Amazon, on va partir de ce que nous, on peut fabriquer avec tous les moyens qu'on a, les moyens matériels. On part de ça, on a des machines qui sont assez polyvalentes, qui peuvent faire beaucoup de choses. Et du coup, on part de ce constat-là, on fait une liste de tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, on se dit, bon, qu'est-ce qui est le plus, qui a le plus de potentiel? Et à ce moment-là, on va se baser sur les chiffres d'Helium 10. C'est le logiciel qu'on utilise le plus. On fait des recherches assez poussées sur des keyword tracking, enfin sur les mots-clés, parce que nous, on base nos lancements de produits sur le PPC en général. On envoie des gros budgets de PPC pour essayer justement sur les produits saisonniers de se faire une place au sein de la concurrence qui écrase tout le reste en fait. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent chaque année, donc là, depuis que j'ai commencé sur Amazon, à chaque fois, chaque année, les gens disent c'est saturé Amazon, il n'y a plus une seule niche qui est disponible, il n'y a plus de possibilité de trouver un produit qui soit une vraie opportunité. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors nous, comme je te disais, on a vraiment beaucoup de références différentes. C'est vrai qu'on a l'avantage de fabriquer chez nous et sur commande, donc on a juste la matière première et on peut la transformer assez rapidement et facilement. Mais on se positionne sur des dizaines de niches différentes. Il n'y a pas vraiment une niche où on se dit qui va marcher mieux qu'une autre. On peut s'attendre à tout, même avec des niches à forte concurrence, où on se dit qu'il y a peu de potentiel au début. On peut être vraiment surpris et je pense que la surprise, elle peut être partout dans n'importe quelle niche et qu'il y a toujours des opportunités. Peu importe le produit qu'on vend. Je pense exactement la même chose. Est-ce que tu peux nous parler du temps qu'il te faut entre une idée que tu arrives à trouver à travers Helium 10, à travers ce que tu peux fabriquer? Donc, tu as l'idée, le temps de fabrication et la mise sur le marché. Combien de temps c'est cool? En général, ça va vite. Ça va vite parce que on s'occupe de tout, de la production à la livraison. Donc ça peut aller très vite vu on a le matériel pour, encore une fois. Je dirais en moyenne que pour créer le listing, préparer le PPC, les images, produits, les bullet points, etc. Vraiment tout le process, ça dure un peu plus d'une semaine, je dirais. Si je prends en compte aussi la fabrication du produit parce qu'il faut que le produit soit prêt à être envoyé au client, qu'il soit bien, quoi. On n'envoie pas un produit de mauvaise qualité au client.
Mais voilà, c'est à peu près entre 1 et 2 semaines, je dirais. Ouais, ça c'est incroyable, cette rapidité à la mise sur le marché. Donc tu peux vraiment tester les idées rapidement. Moi, ce que j'aime bien dans n'importe quel business, c'est d'essayer le plus rapidement possible d'avoir la réponse du marché pour que si je dois me casser la figure, que je me casse la figure le Mm. plus rapidement possible, pas que ça soit dans C'est ça, l'agonie. exactement. Et donc là, le fait de Mm. pouvoir tester des produits en 1 à 2 semaines, c'est exceptionnel, c'est génial. Ça nous est arrivé aussi hein, de nous casser la gueule sur des produits qu'on pensait vendre à des quantités folles, mais pas du tout. Nous, on a l'avantage d'avoir vraiment un pivot sur cette manière de produire. C'est un gros avantage pour nous. Alors, c'est sûr que c'est un investissement de départ qui est plus conséquent, mais voilà, ça nous donne une flexibilité qui est énorme, et au niveau du temps de production, et au niveau justement d'insertion sur les niches qu'on aimerait aborder, quoi. Et au niveau des quantités, tu peux aussi faire des tests plus facilement que d'avoir à commander des grosses quantités avec des usines chinoises qui vont pas être flexibles sur les toutes petites Exactement. quantités. Donc, toi, c'est Mm, facile pour toi exactement. de produire des petites quantités. Il n'y a pas cette contrainte-là Bien pour toi? sûr. Non, Non? non. Alors ça coûte un peu d'argent, mais ça coûtera quand même moins cher un sample qu'on va commander en Chine. Nous, Ouais. notre machine, elle est à nous, donc on l'utilise vraiment selon nos propres besoins. Et puis si une machine s'occupe de quelque chose, les autres peuvent s'occuper d'autre chose. C'est vraiment, on a une flexibilité qui est vraiment bonne pour nous, saine, et ça nous permet d'avoir beaucoup de rapidité. C'est très important pour nous aussi d'avoir cette rapidité-là. Alors la question que je me pose et que pas mal de personnes vont sûrement se poser, c'est est-ce qu'il y aurait un intérêt pour toi de produire une partie de ce que tu vends en Asie plutôt que de le faire toi-même en France où les coûts, la masse salariale, etc. sont vraiment élevés? Alors, on a certains produits qu'on envoie quand même en FBA. En fait, la raison pour laquelle on fait du FBM souvent, c'est pour avoir un contrôle sur notre matière première et notre stock. C'est pour éviter un manque de cash flow et pour voilà, pour garder un contrôle vraiment direct sur notre stock, sur notre matière première et puis sur les moyens matériels aussi qu'on a derrière. Donc, on aime bien avoir une vue globale de tout ce qu'on envoie et de tout ce qu'on reçoit derrière, mais on a quand même certains produits qui sont génériques, enfin voilà, qui ont un petit rythme de croisière, qu'on envoie en FBA dans les entrepôts d'Amazon. C'est plus simple, il y a moins de gestion à avoir et on sait qu'ils marchent. Ça fait 2 ans qu'on les vend et puis ça atteint un certain rythme. Ces produits-là, on aimerait bien effectivement externaliser la production pour nous libérer du temps, pour abaisser la masse salariale aussi, ou du moins ne pas l'augmenter, et aussi avoir une simplicité de gestion sur ces produits-là, qui on sait ont un volume de vente assez régulier, où on prend peu de risques à le faire, on va dire. Ok. Et tu peux nous dire à peu près le pourcentage de produits que tu vends en FBA versus en FBM? C'est assez intéressant de savoir ça. Je dirais qu'au niveau du chiffre, on se situe à peu près à 10-15% de FBA et le reste c'est du FBM. Mais encore une fois, voilà, nous on aime bien avoir ce contrôle sur ce qu'on envoie, sur ce qu'on garde et puis ça nous permet d'avoir une flexibilité aussi parce que nous on a juste de la matière première brute à la base et puis au moins ça nous permet d'éviter de commander aussi des quantités de matières premières qui sont conséquentes parce qu'il y a aussi l'aspect stockage qu'il faut prendre en compte. Ça prend beaucoup de place et on n'a pas de place illimitée quand on fait du FBM, hein, c'est nos propres entrepôts. Et donc voilà, il faut qu'on puisse contrôler ça et le fait de faire au jour le jour plus ou moins. Il y a des contraintes, mais il y a aussi l'avantage d'éviter les problèmes de cash flow. On en parlera dans un instant. Avant ça, est-ce que tu peux nous parler des techniques que tu utilises pour ranker tes produits? Ce qu'on faisait en général jusqu'à très récemment, c'était on essayait d'avoir un petit peu des faux avis, de connaissances à nous, ou rajouter un petit truc dans la commande en demandant un avis contre un cadeau. Encore une fois, on a l'avantage de pouvoir produire chez nous, donc on envoyait en général un petit cadeau contre un avis. Bon, Amazon ne le tolère pas vraiment, mais si ça reste sous les radars, pour l'instant, on n'a pas eu de problème. On a arrêté cette technique parce que justement, vu qu'on commençait à faire du volume, on prenait un petit peu des risques. Donc ça, on le faisait quand on avait vraiment très peu de volume. C'était juste pour lancer un produit. On a essayé Vine aussi sur les produits qu'on a envoyés en FBA. Ça a plus ou moins bien marché pour avoir des avis. En fait, nous, ce qu'on cherchait, c'était vraiment avoir des avis. À part ça, pour lancer les produits, c'était vraiment juste on le mettait sur Amazon et puis on se disait bon, on va voir comment ça se passe. On va mettre un petit peu de PPC et puis bon, on le laisse là et on attend. Donc c'était très long en fait, ça prenait beaucoup de temps à récolter des avis, à avoir des ventes, mais au bout d'un moment, au bout de quelques mois, les produits commençaient à se vendre tout seuls. Et on se disait, bon, bah voilà, c'est que ça a marché sans vraiment porter d'attention dessus. Récemment, sur les produits saisonniers, on s'est dit que pour égaler la concurrence, on va dire, en termes de référencement, parce que souvent, comme je disais avant, les produits saisonniers sont souvent des gros vendeurs qui font beaucoup de volume, qui ont énormément de listings et qui ont un pouvoir sur ces mots-clés qui est énorme. Là, on s'est dit, bon, il va falloir envoyer un énorme budget de pub pour pouvoir se placer face à ses concurrents. Donc, on pouvait envoyer jusqu'à 3 000 € par jour de PPC pour se positionner. Mais malgré ce budget qui était conséquent de PPC, on a réussi à être rentable sur dès les premiers lancements, enfin dès les premières ventes de ces produits saisonniers.
D'où le mois d'août où on a vraiment fait un chiffre beaucoup plus gros que d'habitude, parce qu'on a envoyé certes beaucoup plus de pubs, mais on a fait des ventes qui ont suivi derrière, et on a quand même réussi à être rentable malgré ce gros budget. Donc au fur et à mesure que tu as avancé sur Amazon, tu es devenu de plus en plus agressif en fait dans tes techniques de lancement. Clairement, clairement. En fait, on se lance sur des niches où il y a besoin d'avoir cette agressivité pour pouvoir se positionner. Si on ne le fait pas, on reste en bas de 10e page et on ne vendra jamais. On a eu la chance d'avoir 2 ans d'antécédents, on a pu quand même accumuler un petit peu de budget pour pouvoir se permettre de lancer ces budgets pubs là qu'on n'aurait pas pu avant en fait. C'est le premier jour, j'aurais jamais de ma vie envoyé même 500 euros en une journée en pub, je l'aurais jamais fait. Mais voilà, on a vu que les ventes suivaient directement et on s'est dit bon, bah, on va vraiment travailler le référencement sur cette première saison et puis on verra, enfin, on va optimiser un petit peu ce listing pendant la basse saison. On va profiter du volume de vente un petit peu plus faible pour lancer des produits un peu similaires ou lancer des produits qui peuvent aussi répondre à des problématiques différentes mais dans la même niche pour pouvoir préparer la prochaine saison et optimiser justement ce budget PPC pour que la haute saison soit encore plus profitable pour éviter pour que le ratio pub bénéfice soit encore meilleur. Est-ce que tu peux nous parler des plus gros obstacles que tu as eu dans ton parcours de vendeur Amazon FBA et surtout le plus important, c'est comment tu les as surmontés? Alors on a eu avec cette montée fulgurante des ventes un très gros problème auquel on s'attendait pas du tout, c'était vraiment le manque de cash flow. On l'avait vraiment pas vu venir et on s'est dit bon, trop bien, on fait des ventes, on en fait plein, c'est trop cool. Et au fur et à mesure, on fabriquait les produits, on les envoyait, donc il fallait qu'on avance tous les coûts de production. On voyait que les réserves sur le compte s'amenuisaient petit à petit, jusqu'à arriver à zéro carrément. Enfin, on était à zéro sur le compte, on se dit bon bah là, on va avoir un problème. Parce que voilà, on manquait de cash flow, on était vraiment pas prêt à avoir une évolution aussi brutale. Donc pour régler le problème du cash flow, on a fait appel à une société StoreFund, donc tu parlais dans une de tes vidéos, il me semble, justement sur le cash flow. Mais voilà, on a survolé cette vidéo alors qu'on n'aurait pas dû. On a fait appel à eux et ça nous a réglé les problèmes parce que eux justement payent au jour le jour le solde Amazon, enfin 80% du solde Amazon, et ça nous aide à payer les coûts de production sur les commandes au jour le jour en fait. Donc ça permet d'avoir une sécurité de cash hein, encore une fois. Et ça a failli nous faire couler concrètement, mais on a quand même réussi à s'en sortir de très très peu et grâce à StoreFund notamment. Ok. Tu peux expliquer comment ça fonctionne concrètement, donc le pourcentage qu'ils prennent, etc. Bien sûr. En fait, donc de base, Amazon nous paye en bimensuel, donc tous les 15 jours. Sur chaque marketplace, Amazon fait un versement du solde après avoir retiré le PPC, leur commission, etc. StoreFund, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent chaque jour les ventes qu'on a fait. Donc ils payent 80% de ce solde-là directement sur notre compte bancaire. Au moins, chaque jour, nous, on a un versement de ce qu'on a vendu la veille, en fait. Les 20% sont payés le jour du paiement d'Amazon, donc le paiement du solde d'Amazon tous les 15 jours. Et StoreFund prend une commission actuelle pour l'instant donc de 2%. Vu le volume qu'on fait, c'est pas encore assez, mais c'est négociable à terme si on fait plus de volume. Donc voilà, ils prennent quand même leur part du gâteau, ce qui est logique, hein, ça reste une entreprise. Mais ça vous permet de souffler et de continuer à grossir en fait. Exactement. On aurait mis la clé sous la porte clairement s'ils n'étaient pas là. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu organises tes journées et peut-être aussi comment tu répartis les tâches entre toi et tes deux autres associés? Ça peut être intéressant de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, votre société, votre business. Ouais, alors nous, on est 3 associés, donc on s'occupe plus concrètement des lancements de produits, des relations fournisseurs, etc. Donc tout ce qui est un peu plus logiciel, on va dire. On a ensuite 3 employés qui s'occupent de la production, que tous les jours, nous, on arrive le matin pour leur ouvrir l'unité de production, les bureaux, etc. Nous, en fait, notre rôle, ça va être plutôt, voilà, on est derrière les bureaux à essayer de voir quel sera le prochain, la prochaine étape, on va dire. Donc personnellement, mon côté, c'est, on va dire, plus tech et design. Donc ça va être créer les visuels des listings, gérer l'optimisation de production pour les machines, pour voilà vraiment avoir une optimisation technique qui est suffisante pour assumer le volume de vente derrière. Ensuite, j'ai un autre associé qui va être plutôt axé sur les recherches de keywords et le PPC. Donc ça va être vraiment de faire de l'analyse de data, voir comment ranker les produits naturellement et via PPC. Et le troisième associé, lui, s'occupe vraiment du lancement brut des produits. Donc envoyer les listings, les optimiser aussi, et créer les relations fournisseurs, enfin voilà, passer les commandes aussi pour pouvoir produire et envoyer. C'est vraiment envoyer, c'est carré, faut envoyer. C'est des journées assez classiques, un peu bureau, on va dire, parce qu'on a des employés qu'on doit quand même superviser. Et du coup, voilà, ça reste des 9 to 5.
assez classique. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes associés? Vous étiez amis à la base ou c'est quelqu'un qui a amené l'idée ou comment ça s'est passé cette association? Alors c'est assez marrant parce que c'est un peu sorti de nulle part. À la base, tous les trois, on était amis du collège. On s'est complètement perdu de vue depuis le lycée. Donc ça va faire 10 ans, on s'était pas parlé quoi. Et on s'est retrouvés à jouer à la play ensemble. Il y en a un qui était en Finlande, l'autre qui était en Australie, je crois. Enfin, après, elle était revenue, mais on jouait tous à Fortnite et des jeux comme ça en ligne et tout. Et puis on en est venu à parler un petit peu de ce que chacun voulait faire. Et puis l'idée florissait petit à petit de travailler ensemble. C'est comme ça que mon premier associé m'a rejoint. Et ensuite, on avait le troisième associé qui se débrouillait pas trop mal en drop. Et on s'est dit, bon, lui, en fait, il était tout le temps dans le bureau à faire son drop et nous, notre truc. On s'est dit, bon, on va peut-être allier nos forces pour faire un projet global, on va dire. Mais voilà, ça part de pas grand-chose et c'était assez random comme association. Mais voilà, aujourd'hui, En ça tout cas, ça marche. fonctionne. On s'entend très bien. Ouais, ça fonctionne et on s'entend bien, donc ça va. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour le business et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour les atteindre? Donc là, de ce que je comprends, tu étais sur une barre des 500 000 par an. Là, avec le nouveau produit, tu vas quasi arriver au million peut-être pour cette année 2022 normalement, si ça continue sur la même lancée. Et qu'est-ce que tu prévois en fait pour 2023, 2024? Quels sont tes objectifs? Alors nous, pour l'instant, donc cette année, je suis pas sûr qu'on puisse atteindre le million. Là, on est à 520 000, il me semble. Mais si on pouvait atteindre le million, ça serait génial. Le problème, c'est que là, on a atteint une fin de saison. On en aura une autre qui va démarrer. Bon, pour les fêtes de Noël, ça, c'est pour tout le monde, hein. En général, les fêtes de Noël, ça vend bien. Donc, je dirais que l'objectif serait de se situer cette année entre 800 000 et 1 million d'euros de chiffre. Et l'année prochaine, vu qu'on a trouvé certains produits qui avaient vraiment un énorme potentiel de vente, on l'a déjà vu cette année sur le mois d'août, je pense que l'année prochaine, on pourrait se situer sur l'année entre 3 et 5 millions d'euros de chiffre si tout se passe bien et si le potentiel qu'on a vu dans le produit se vérifie, avec les nouvelles marketplaces notamment et l'optimisation des PPC et du listing en lui-même. Est-ce qu'il manque quelque chose à ton business pour grossir plus vite ou pas? Du cash, des Tu m'as pris de employés? quoi? Ouais, clairement, il nous a manqué du cash et il nous en manque encore. Si on avait plus de cash actuellement, on lancerait les produits directement, on lancerait des centaines de produits d'un coup, on achèterait des machines que je saurais même plus où les mettre. C'est vraiment un truc que j'aime bien. C'est voilà, un peu comme je disais au début, c'est toucher à tout, essayer plein de choses. Et voilà, si j'avais plus de cash, j'essaierais de lancer vraiment beaucoup plus de produits. Pourquoi pas m'exporter, donc avoir des locaux directement dans les pays où on vend. Ça permet d'avoir plus d'efficacité au niveau des expéditions et au niveau des délais de traitement qui peuvent être plus intéressants et plus rapides. Je pense aux États-Unis où envoyer des États-Unis, enfin de la France aux États-Unis, c'est assez long. Ça prend en général une semaine. Si on avait des locaux aux États-Unis où on pouvait produire là-bas directement, on pourrait réduire ce délai-là. Et mine de rien, on s'est rendu compte récemment que le délai de traitement était un argument de vente limite plus important que le prix en lui-même du produit. Quand on fait du FBM en tout cas, quand c'est du FBA, c'est différent parce que voilà, Amazon prend en charge l'expédition, mais en FBM, c'est quelque chose c'est un argument qui est très important. Est-ce que tu as des objectifs de vie perso que tu aimerais partager également? Puisqu'il n'y a pas que le business, donc qu'est-ce que tu aimerais faire personnellement? Alors moi, à la base, ce que je voulais en créant mon business, donc à la base le business physique, et puis encore mieux avec le business en ligne, c'était vraiment d'avoir une liberté plus géographique que financière. Les deux sont liés, clairement, hein, on peut pas bouger sans argent, c'est compliqué. Mais voilà, je me suis dit, si je peux faire tourner un business qui reste assez automatisé, même si voilà, on est moins automatisé que le FBA, on a quand même un certain automatisme et puis on est trois associés qui peuvent se relayer. Voilà, je voulais vraiment profiter d'être encore jeune, de ne pas avoir de contraintes familiales, d'être en bonne santé pour un petit peu explorer le monde, un peu partout. Je trouve que c'est une expérience de vie qui est hyper enrichissante et intéressante au point de vue personnel. Donc voilà, si j'avais un objectif, c'était celui-là, c'est de vraiment découvrir plein de choses à travers le monde. Si demain tu devais recommencer toute cette aventure Amazon, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, des erreurs que tu as faites que tu ne referais pas? Si tu peux nous partager un petit peu tes expériences. C'est une erreur toute bête. On s'est fait bloquer notre compte Amazon pendant 10 jours. On n'a plus pu vendre. Enfin, on s'est fait suspendre le compte et on s'est fait menacer de le faire fermer. Pour une raison complètement bête, c'était que notre troisième associé n'était pas encore dans la société, donc on l'avait pas inclus dans le compte Amazon. Et il a eu le malheur d'utiliser sa carte bancaire pour payer un pass Ligue 1 Prime. Et à cause de ça, vu que c'était pas une carte qui était au nom de quelqu'un qui était enregistré dans la société, on s'est fait directement bannir le compte Amazon. Enfin, on s'est fait suspendre, impossibilité de vendre pendant 10 jours, le temps qu'on règle le problème. Donc, si c'était une erreur à éviter, c'est ce que je ferais. On a eu beaucoup de problèmes
avec les règles très strictes d'Amazon. Donc, si je devais le refaire, je prendrais un peu plus au sérieux Amazon et les règles qu'ils mettent et leurs conditions, leurs politiques, etc. Je les prendrais beaucoup plus au sérieux. C'est ce que je fais aujourd'hui, mais voilà, je le faisais pas au début. Je le prenais un peu à la légère, mais Amazon sont très gros, ils sont vraiment gigantesques, et ils sont obligés de suivre des protocoles très stricts. Et nous, en tant que vendeurs, c'est le cas aussi. Ouais, sinon, ça partirait dans tous les sens et c'est ce qui fait que ça reste une marketplace où il est agréable de travailler. Et aussi qui est agréable en tant que consommateur, c'est que voilà, tout est très très carré et c'est pour ça que ça marche. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui nous regarde et qui voudrait se lancer dans le business Amazon? Est-ce que tu as des ressources, des choses, des outils, des choses à lui conseiller tout simplement? Bah écoute, nous, on n'a pas suivi de formation à proprement parler, du coup, je pourrais pas conseiller quoi que ce soit. Cependant, on a quand même mangé pas mal de contenu YouTube, dont tes vidéos, beaucoup de tes vidéos. Donc, si ton contenu gratuit est bon, c'est ce qu'on a estimé. J'imagine que la formation va être meilleure. Après, voilà, on a vu pas mal de vidéos aussi d'Américains. J'ai la chance de parler assez bien anglais, donc j'ai pu suivre des vidéos de notamment Nomad Millionnaire, Adam Heist, qui sont assez connus dans ce milieu-là. Voilà, on a mangé pas mal de contenu gratuit. Sinon, au niveau des ressources, c'est vraiment, on a essayé en fait. Il n'y a pas vraiment de ressources sur lesquelles on s'est vraiment appuyé. On s'est juste dit, bon, voilà, on va un peu toucher à tout, on va essayer, et puis on va essayer de s'en sortir. Et puis c'est ce qu'on a fait. Le conseil que je donnerais à des gens, c'est un peu bateau, mais c'est de vraiment pas lâcher parce que concrètement, de mon expérience personnelle, j'ai commencé mon business physique en 2017. Pendant 3 ans, c'était un peu la galère, enfin, à se faire connaître et tout. C'était compliqué. J'avais des moments où, enfin, pendant un an, je me suis clairement pas payé. Je faisais pas de chiffres, je faisais rien, je doutais de ouf. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas fait d'études, j'avais aucun background et j'avais pas du tout envie de bosser pour quelqu'un. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et du coup, j'ai quand même continué peut-être un peu, alors peut-être à tort, hein, parce que voilà, je me suis borné dans ce business-là pendant 3 ans. Ça avait commencé à bien marcher, puis il y a eu le Covid. Et voilà, Amazon, ça a été pareil, on a recommencé de rien. On a eu quelques périodes de doute, on se disait bon, ben voilà, on vend pas trop. Mais voilà, il y a toujours ce petit moment qui te fait espérer et qui te dit bon, bah ok, en fait finalement. Les opportunités, elles sont partout et je suis pas une exception, quoi. Ce que tu pourrais nous dire aussi, c'est comme tu as eu l'expérience d'un business physique et d'un business web avec Amazon sur des produits similaires, quel est ton ressenti? Est-ce que tu sens que vraiment Amazon est beaucoup plus puissant qu'un business physique? Est-ce que tu aurais réussi à atteindre les mêmes résultats quand ton business a commencé à prendre de l'attraction sur la 3e année ou quand même Amazon, tu sens que c'est largement supérieur? Amazon est clairement supérieur de très très loin d'un business physique. Alors de la vente en ligne, je pourrais pas le dire. J'ai pas eu vraiment d'expérience de vente en ligne sur tout ce qui est PrestaShop, WooCommerce, etc. ou Shopify. Mais si je dois comparer le business physique à Amazon, Amazon a un avantage énorme de globaliser les ventes. C'est-à-dire qu'on peut vendre. Je m'attendais jamais à vendre. Je sais pas, dans tous les pays d'Europe, je crois qu'on a vendu aujourd'hui dans peut-être 35 pays différents, bon, pas régulièrement, mais en tout. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire sur un business physique. Et on peut s'attaquer à des nouveaux continents, choses qui, pareil, sont impossibles quand tu n'as que 2 mains, 2 pieds et que tu travailles dans un bureau qui est un seul endroit. Donc voilà, ça a une puissance énorme et un potentiel également énorme et que j'ai jamais négligé et je suis vraiment content de pas l'avoir négligé parce que c'est vraiment une niche à opportunité, quoi. Écoute, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir partager toute ton expérience. C'est super intéressant. Peut-être qu'on peut se donner un rendez-vous dans 1 an, 2 ans. C'est ce que j'aime faire. Comme ça, on refait une autre interview pour voir comment ton business a avancé. Est-ce que tu as réussi à atteindre les objectifs que tu as partagés dans la vidéo? Donc voilà, si ça te va, on se dit à dans 1 an, 2 ans. Avec grand plaisir, ouais. Toujours un plaisir de partager l'expérience et puis si ça peut même aider qui que ce soit, c'est avec plaisir. Merci à toi. À très bientôt. Merci. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et inspiré. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de nous le faire savoir avec des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de louper aucune des prochaines vidéos. Enfin, pour ceux qui veulent se lancer de façon sérieuse sur Amazon et qui ont besoin d'être accompagnés et d'avoir un programme étape par étape pour éviter toutes les erreurs qui parfois d'ailleurs peuvent être coûteuses, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo qui a été organisé d'une façon à vous faire gagner le maximum de temps
possible et qui est organisé d'une manière progressive et chronologique pour vous aider, même si vous êtes débutant, à réellement lancer un business, une marque sur Amazon. Donc ça, c'est pour la partie vidéo. Et en plus de cette partie vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite dans cette aventure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la formation vidéo et la communauté, eh bien vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.